immunologique, vous devez savoir définir l'agent étiologique et le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Vous devez savoir expliquer les mécanismes pathogéniques et connaître l'aspect anatomopathologique des lésions observées. Vous devez savoir poser le diagnostic positif et décrire les différentes formes cliniques du RA. Connaître les différents diagnostics différentiels et connaître les principes du traitement de la crise aiguë du RA, enfin connaître les modalités de la prévention à la fois primaire et secondaire de cette maladie. Donc, comme introduction, donc la maladie rhumatismale inclut deux affections différentes. Le RA se compliquant au nombre de cardite, et cardite c'est l'inflammation du cœur, la corée de syndrome ou l'atteinte cardiaque est plus rare. On va s'étaler là-dessus après. Définition du RA, c'est une séquelle de l'infection par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Ce gène est caractérisé par la présence de plusieurs groupes, l'incliné dans le RA, c'est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, dans laquelle on observe une ou plusieurs des manifestations majeures suivantes. La polyarthrite aiguë, poly c'est plusieurs articulations qui sont touchées, cardite c'est l'inflammation du cœur, la chorée c'est une manifestation neurologique, et enfin les deux manifestations majeures sont des manifestations cutanées. Les nodules sous-cutanés et les lichens marginés. On va s'étaler là-dessus dans le chapitre présentation clinique. L'étiologie, l'agent causal est le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Donc le RA il est exceptionnel avant 3 ans et rare après 25 ans. C'est avant tout une maladie de l'enfance et de l'adolescence. Donc la tranche d'âge la plus touchée, c'est les enfants au-delà de 3 ans et chez les adolescents. Donc c'est une infection qui est devenue rare en Europe et aux États-Unis. Elle demeure très fréquente en Afrique et en Asie et impose en urgence le traitement anti-inflammatoire majeur par les corticoïdes associés aux antibiotiques et notamment au risque de l'atteinte cardiaque pouvant mettre en jeu le pronostic vital des malades. Donc le RA, c'est une maladie des piliers pauvres. Pour la pathologie, donc une maladie inflammatoire générale, c'est la générale plus organes, le cœur, le système nerveux central, le tissu cutané, le tissu conjonctif, les articulations, etc. C'est l'expression clinique d'un conflit immunologique touchant le cœur, les articulations, le système nerveux central et le tissu sous-cutané. Donc ces 4 éléments ont la même apparence antigénétique que le gène responsable. Donc, lorsque l'organisme va fabriquer des anticorps qui vont attaquer le streptocoque qui ne multiplie pas, ils vont attaquer à la fois l'agent causal et ces 4 organes, le cœur, les articulations, et le système nerveux central et le tissu sous-cutané. Le cœur, il va y avoir des manifestations cardiaques, articulations des atteintes cardiaques, le système nerveux central, c'est des atteintes neurologiques, et enfin des atteintes cutanées. Donc, l'atteinte sélective de certains tissus, comme les capsules articulaires, les valves cardiaques, les sacs-colonnes myocardiques, sont découlées du parenté antigénique, ont acétifié certains éléments de la paracétotoxique, un dérèglement immunitaire, généralement d'origine immunologique ou réaction auto-immune, est très probable à l'origine de RA si on prend en compte le délai entre l'origine et le début de la maladie. Ils ont découvert qu'il y a toujours un intervalle libre entre l'infection initiale et l'apparition des manifestations cardiaques, neurologiques, articulaires et cutanées. L'absence de germes au sein des lésions, l'efficacité de l'éradication précoce des composantes immunogènes du streptocoque par le traitement antibiotique, et enfin l'absence spectaculaire des corticoïdes et de l'aspirine, donc c'est des médicaments ou des substances utilisées généralement dans le traitement des maladies inflammatoires. Enfin, la fréquence des infections pharyngéales streptocoque chez les enfants comparée à la relative rareté du RA suggère une prédisposition génétique de l'autre. Donc, ils ont incliné que certains patients sont plus disposés que d'autres artères de cette pathologie. Donc, il faut signaler que seuls certains sérotypes de streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, à tropisme pharyngé, les différents sérotypes cutanés sont susceptibles d'induire un RA. Donc, pas tous les types
pas que les sérotypes, mais certains sérotypes atropisés par ONG et les différents sérotypes cutanés qui sont éliminés dans cette affection. Donc, dans cette diapositive, vous voyez la réaction, la production de l'organisme des anticorps qui vont attaquer à la fois l'agent causal qui est le bêta-amylcytocaptoglycine type groupe A et le tissu de l'organisme qui sont les cœurs, les articulations et le système nerveux central. Donc, vous voyez dans cette diapositive les colonies de streptocoque et bêta-amylcytocaptoglycine type groupe A. Donc, il va me donner des atteintes articulaires et des atteintes cardiaques. On va entamer le mode d'anatomie pathologie. Il y a une maladie qui affecte essentiellement le tissu mésenchymateux. Les lésions portent à la fois sur la substance fondamentale et le système musculaire endothélial histiocytaire. Au moment où vous avez fait la classification des différents tissus de l'organisme, les lésions articulaires, il peut exister des signes d'ordre congestif. Donc, la communication, très souvent réversible de son sexuel. Donc, la guérison se fait sans séquelles. Les lésions cardiaques et pédicardiques, comme le pédicard de la séreuse, donc le pédicard de congestif, les feuilles sont visqueux, décollés comparé à deux tartines de beurre décollées. Donc, les penchements rectilinéens importants, généralisés et périlleux. Au niveau du myocarde de l'URNE, flasques à une localité qui sont dilatées, donc les deux, c'est des signes de tableau de l'incidence cardiaque des patients atteints de RA avec atteinte myocardique. L'endocarde, c'est une lésion centrale chez glacée de l'œdème, une note de saillie hématomisée formant un nombre de molécules au niveau des valves. Ce sont des granulations véhiceuses au niveau des valves. Plus tardivement, on constate des épaississements blanchâtres lourds, mouvements rétractés, parfois calcifiés pendant le départ de la thrombose. On en parle déjà dans les deux premiers cours dans les atteintes rhumatismales de la valve mitrale et de la valve aortique, il y a toujours des rétractions et un épaississement de pulsions valvulaires avec, à un stade avancé, des calcifications. Le cas que donc il est atteint de concentration physique, c'est le cas de valvulaire qui est touché de façon auditive, le cas de valve mitrale sur la face auriculaire, et le cas de sinus sur la face ventriculaire. L'atteinte qui est le plus souvent unique s'associe à un épaississement, l'ondulation valvulaire et suivi des conifères. On a déjà parlé de la suivi des conifères comme lésion élémentaire observée lors du rétissement antivalvulo-rhumatismal et lors du rétissement métal-valvulo-rhumatismal. En microscope, les lésions les plus importantes sont myocardiques. On trouve fréquemment des nodules, des granulomes rhumatismaux qui ont été détectés par un savant appelé la chèvre. Les nodules de chèvre, c'est généralement flux endocarde. Ce sont des nodules sous-lumulaires qui sont juxtavasculaires, ce qui signifie le terme de péritite du rhumatisme. Donc, il comporte par exemple une veine centrale éalide, une veine moyenne avec des cellules épithélides, et la dernière exemple, c'est une veine pluritulique avec une couronne de lymphocytes, de monocytes et de périnucléaires nécrophiles. Le tablier, ces lésions peuvent être une des poumons, une du foie, des reins, des amygdales et également au niveau de l'anticorps. Donc, c'est pas uniquement spécifique au cœur. Donc, vous voyez sur ce diapositive, ça, c'est une image post-mortem d'un patient de d'investissement aortique rhumatismal. Vous voyez l'épaississement de pulsions valvulaires avec la synthése du niveau des trois produits. Ça, c'est une image péropératoire. Vous voyez la synthése de cette produit avec présence de classification sur le corps des trois aortiques avec l'épaississement des cellules valvulaires. Pour les antécédents, par interrogatoire, dans les antécédents de suivi de RA, on
très souvent la notion de streptococcus présente. Dans le malade accueille scarlatine, une petite angine le plus souvent. L'angine streptococcus se caractérise par les éléments suivants: l'individu retard avec fièvre et blessure en trêve, des céphalées, des douleurs pharyngées, des amygdales souvent augmentées de urines qui sont rouges et uniquement putacées. Donc, cette affection de voie respiratoire ne aura vu que quelques jours pendant lesquels l'enfant aura reçu un traitement antibiotique trop bref au niveau du poids. Les premières manifestations de l'anémie rhumatismale n'apparaîtront environ 2 semaines plus tard. On a déjà parlé qu'il existe toujours un intervalle libéral de 2 semaines entre l'infection initiale et l'apparition des manifestations cliniques virales. Donc, le premier atteinte majeure, c'est la polyarthrite aiguë. Poly, c'est plusieurs, arthrite, c'est l'inflammation articulaire aiguë. Dans sa forme typique, il s'agit d'une polyarthrite aiguë, SUGA, c'est-à-dire qui dure 2 à 3 jours, mobile, c'est-à-dire elle se déplace d'une articulation à l'autre, touchant généralement les grosses articulations, genoux, chevilles, coudes, poignets, parfois les petites articulations comme le bras et les articulations profondes comme la hanche. L'inflammation ne se limite pas à l'articulation. Les tendons, les tissus péréatriaux sont également inflammés, c'est-à-dire rouge, ondulacieux, chaud et douloureux. La polyarthrite est fugace, c'est-à-dire qu'elle dure 2 à 3 semaines sur une articulation. Elle est migratrice, qu'elle a levé une articulation pour en atteindre une autre en action de traitement. Donc, elle est venue spontanément vers la guérison, au bout de quelques jours, la tête articulaire disparaît sur l'essai de cette. Donc, cette caractéristique est fondamentale, et on peut dire que toute polyarthrite aiguë qui a laissé de séquelles n'est pas du RA. Donc, c'est un élément très caractéristique du RA. La guérison est complète sans l'essai de séquelles. La deuxième manifestation majeure, c'est la manifestation la plus grave que laisse de ces généralement de séquelles, c'est la cavité rhumatismale. Elle représente le risque majeur de la maladie, justifie l'exploitation quotidienne de la maladie malade, et peut toucher toutes les cellules cardiaques, soit isolément, soit en association. La polycardite rhumatismale aiguë, donc c'est une polycardite brillante hautement fibrille, elle est sèche et puis avec le confinement. L'évolution est favorable aux éléments sous traitement. La tamponnade sous urgence ou exceptionnelle, elle n'évolue jamais vers la construction. La tamponnade, c'est quoi? Une compression brutale de cavité cardiaque empêchant le remplissage diastolique du cœur. Elle entraîne une adiastolie. A signifie qu'il y a absence, diastolie de diastole. Le traitement en urgence, soit une ponction évacuatrice en urgence de l'épanchement, ou un drainage péricardique sous les effluents. Pour la construction, généralement, c'est le péricardite secondaire, voilà, dans le cas des tableaux de construction. Et généralement, c'est les atteintes tuberculeuses, les atteintes inflammatoires, les atteintes post-radiques, etc., qui donnent le tableau de PCC. Le péricardite en ensemble de raison valvulaire est rarement dû au RA. Deuxième tableau de la cardiaque, la myocardite aiguë. Elle est très fréquente, mais rarement patente. La forme attente a une traduction pulmonologique qui se traduit par un BAB de premier degré, plutôt dans un tableau de BAB, c'est-à-dire un allongement du temps de période qui demontre à 0,20 secondes. Pourquoi il y a l'allongement? Puisqu'il y a une inflammation au niveau du faisceau de conduction. L'inflammation va ralentir la transmission de la circulation nerveuse qui part du neurorythme ventriculaire vers le ventricule par le biais du faisceau de disque. Donc, la forme patente associe le disque, mais un assainissement du niveau du cœur, tachycardie, du niveau de cœur, gros cœur radiologique, donc sclérose, le gros cœur et défaillance cardiaque. Ici aussi, une myocarditose isolée en ensemble d'atteinte de valvulaire, mais vraisemblablement pas de rhumatisme. Donc, il y a toujours dans les atteintes myocardiques ou polycardiques une atteinte rhumatismale de l'homme de 4. L'endocardite rhumatismale, c'est la forme la plus commune dans les diagnostics les plus difficiles, voire les connus. Elle devra être recherchée systématiquement par l'auscultation quotidienne ou du quotidien des malades.
On doit déposter l'apparition des souffles, l'analyse de l'évolution, c'est-à-dire l'aggravation, affiner éventuellement l'organicité, puisqu'il y a des souffles organiques et des souffles fonctionnels. Organique, il signifie qu'il y a une maison organique au niveau de la base, fonctionnel signifie qu'il n'y a pas une atteinte organique. L'organicité des souffles systémiques et les culturels, c'est une manière très féminine et féminine. En absence de souffle organique de l'éducation régulière, ce sont les données de l'écouteur qui permettent d'atténuer le diagnostic. Puisqu'il est qu'au cœur, le cardiologue peut visualiser les lésions anatomiques, c'est-à-dire l'épaississement, la rétraction, la symphyse conducturale, voire même une calcification dans le terme évolué. Donc, pour les manifestations cardiaques, on a deux formes cliniques. La pompe cardiaque, la pompe, c'est les trois cliniques du cœur. Elle est devenue rare, table rare, parce que maladie de longtemps, mais peut s'observer aussi chez les adolescents, c'est le cœur rhumatismal dit malade. Donc, il y a associé la thème de trois cliniques, atteinte sévère de l'état général, des signes de lésions valvulaires évidentes, des signes de myocardique qui font une silence cardiaque globale, le traitement chéricardique qui témoigne d'une atteinte cardiaque, avec des signes cutanés violents linéaires, l'irritant vaginaire, les mobilités cutanées, voire même des pépura et des petits. La deuxième forme clinique, c'est le périmatisme évolutif, le don de l'évolution chez le temps, pas chez l'évolution. Il s'agit d'un éveil du processus périmatismal qui se manifeste par une nouvelle extension de la tête endocarditique, myocarditique ou péricardique. L'avant-dernière manifestation, ce sont les manifestations cutanées, ce sont des manifestations majeures, qui sont rares, mais quand même, elles existent, elles sont du bien dans le diagnostic. L'unité marginée, ce sont des plaques brunâtres à l'isolée rouge, saillantes qui s'élèvent au niveau des segments proximaux du monde au niveau du temps. Elles respectent la face et les muqueuses. Donc, il faut bien minimiser ces caractéristiques sémiologiques. Deuxième manifestation clinique, ce sont les nodulités sous-cutanées. Ce sont des nodules de la taille d'un grain de mie et d'une noisette qui siègent généralement au niveau des insertions pendulaires. Les saillies osseuses des articulations, elles évoluent en quelques jours sans laisser de traces, mais elles peuvent être longues à disparaître. Les nodosités d'apparition tardive sont généralement considérées comme l'indice des nerfs sévères avec une atteinte cardiaque. Dernière manifestation, ce sont les manifestations neurologiques, dites la chorée de Sidlum. Elle est devenue exceptionnelle. C'est une manifestation tardive de la maladie streptococcique pouvant survenir généralement après plusieurs mois après l'épisode initial. Donc, le début est insidieux, marqué par une hypotonie de modification de l'image du patient. Donc, à la phase de taille, il y a apparition de l'ataxie et des mouvements anormaux. Le langage devient brillant, l'écriture illisible, parfois impossible. Les mouvements choréiques sont de plus en plus fréquents, intenses, réalisant une véritable gesticulation. Donc, ce sont des mouvements involontaires, rapides, de grande amplitude. Son but précis dans la fréquence est exagéré par l'émotion, la diminution, qui sont diminués par le repos. L'hypotonie, l'ataxie, les mouvements choréiques disparaissent lentement et ne laissent jamais de séquelles neurologiques. Donc, les manifestations cutanées, les manifestations neurologiques et les manifestations articulaires divisent soit lentement, soit rapidement, mais la division elle est totale, complète sans laisser de séquelles. Sauf les lésions cardiaques, ce qui fait la gravité du RA. La chorée peut cependant récidiver notamment à l'occasion d'une grossesse. Pour les examens complémentaires, la biologie, les signes inflammatoires sont non spécifiques. On a à la tendance dynamique modérée, hyperleucocytose, VS accéléré, augmentation des protéines de l'inflammation, la protéine C est positive, mais l'évolution est parallèle à celle de la vitesse de l'évolution. Les d'autres signes biologiques qui sont très importants, ce sont les signes d'infection streptococcique.
La recherche du streptocoque bêta hémolytique dans une pharynx par le prélèvement de gorge est décevante. Le streptocoque qui a été provoqué, le streptocoque qui a provoqué l'infection a actuellement disparu lors de la crise de RA, puisqu'on a dit qu'il y a un intervalle de 15 jours. On a daté une infection de ce jour. Après 15 jours, il y a l'apparition des manifestations. Généralement, lorsque le médecin réalise des prélèvements pharyngés, ne trouve pas l'agent fatal. Donc, dans ce cas-là, le médecin doit demander d'ensemble des anticorps antistreptotoxiques. Donc, l'élévation du taux de ces derniers témoigne de la réaction immunitaire post-streptotoxique. Le dosage des ASCO, c'est-à-dire des antistreptolisibles hauts, montre une élévation significative. En normal, on connaît à 200 unités internationales. Plus le titre est élevé, c'est surtout l'augmentation progressive du taux des aspirants de ces examens qui est évocatrice. Mais il faut savoir, il faut mettre dans vos têtes que dans 20% de streptococcus, ils ne se produisent pas les valeurs de ces anticorps, ce qui justifie les anticorps, les antistreptokinase et les anti-EDS. Sur l'évolution, la péricardite, le cardite périodontismale, elle évolue très souvent sans laisser de séquelles. Cette affectation de myocarde guérit sans laisser de séquelles. L'atteinte du myocarde également, elle guérit sans laisser de séquelles. Mais, sauf l'atteinte de l'endocarde qui va laisser comme séquelles les valvulopathie rhumatismale séquelaire. Le pronostic de la maladie streptococcique post-rhumatismale repose pour l'essentiel sur la présence du nombre de séquelles cardiaques et valvulaires. Si séquelles valvulaires vont évoluer pour le corps quand ils constituent des valvulopathies séquelaires chroniques. Il s'agit en général de lésions de valvulaires. C'est généralement la température, la c'est compliqué de greffe parce que on a dit que les malades porteurs de fuites valvulaires accidentales sont plus de pensions et de développer la vie infectieuse de rythme et à la qualité capitale et des autres problèmes. La récidive survenue à l'occasion d'une nouvelle infection streptocoque, c'est le malade a fait déjà la première crise, il y a des séquelles de 15%. Donc, il y a dans l'ordre de la récidive de la deuxième poussée l'aggravation et la majoration du pourcentage de la tête des valves de ce patient. Donc, elle évolue vers un risque d'aggravation de valvulopathies antérieures pour la tête des entomologies cardiaques, soit l'endocarde, le cadre ou le pulmonaire. Pour le diagnostic positif, c'est comme dans le diagnostic des endocardiques, il n'y a aucun examen complémentaire qui permet de confirmer avec certitude. Donc, le diagnostic de certitude repose sur un test valvulaire clinique et paraclinique. Ces critères ont été posés par Duc et ont été révisés plusieurs fois, raison pour laquelle on parle de méthode de gens modifiée. Les critères furent modifiés à plusieurs reprises en fonction des enquêtes épidémiologiques. Les critères majeurs comportent la cardite, la polyartite, la cholérie, le sybax, les héritères marginaux et les mobilités sous-cutanées. Les critères mineurs, on a la pierre, le douleur articulaire, l'allongement de l'espace PL secondaire à l'inflammation immunologique, l'ADS accéléré, état de pécitesse, CRP positif, on a d'ailleurs des enquêtes de poussée de RA pour les patients qui appellent des cardiopathie post-streptocoxique. Donc, comment faire la preuve de l'infection streptocoxique? Soit on a une élévation significative des aspects de vie des anticorps streptocoxiques, soit on a un prélèvement de gorge positif avec un examen direct et on appliqué la présence du streptocoque métabolique, et enfin, soit le malade a fait une scarlatine de la santé. Ainsi, la présence de deux critères majeurs ou l'association de critères majeurs entre deux critères mineurs rend très probable le diagnostic de RA. Ce diagnostic devient peu certain si on trouve dans plus de éléments témoignant d'une infection streptocoxique. Donc, il faut signaler que ces critères de Jones pour le RA sont dans la plupart des cas inadaptés car rétrospectifs et inapplicables à chacun du niveau malgré le bon
valeur épidémiologique. Pour le diagnostic différentiel, des problèmes peuvent se poser selon la paléatique et la cardite. Pour les cardites synchroniques, pour la paléatique, il faut éliminer la paléatique aiguë, le cellulite aigu, les leucoses aiguës et les affections moléculaires enfants, et enfin les hémoglobinulopathie, en particulier la drépanocytose. Pour la cardite, il faut éliminer l'endocardite rhumatismale. Pour l'endocardite rhumatismale, elle constitue à la phase initiale le problème de l'endogénicité du souffle. À la phase cardiaque, le problème posé chez l'unibatérie rhumatismale du souffle. La mécanique rhumatismale est généralement isolée, l'existence de sous-valvulaire associé à un tableau de mécanique, et on veut évoquer le diagnostic de RA. Dans le cas de la péricardite rhumatismale, le diagnostic épidémiologique peut être difficile car la péricardite aiguë, la péricardite tuberculeuse peuvent avoir la métallier brûlant et s'accompagne d'un métallothérapie important. Pour le traitement, on repose sur le deux volets. On a un traitement curatif et un traitement préventif. Le traitement curatif est aujourd'hui parfaitement codifié et a pour but de styliser les foyers streptocoxiques et de juguler la maladie inflammatoire. Comment styliser les foyers streptocoxiques? Par l'administration des antibiotiques. C'est appligé à la raison de 500 000 unités internationales par kilo par jour pendant 2 jours. C'est le poids de l'enfant interne en 30 kg, soit 1,2 million d'unités internationales par kilo par jour, c'est le poids de l'enfant de 14 kg. Juguler la maladie inflammatoire, c'est par la corticothérapie dont la durée est de 6 semaines. La prévention secondaire et le traitement préventif, on a deux préventions secondaires et prévention primaire. Pour la prévention secondaire, il s'agit de la prévention de rechute et de complications. Pour faire le traitement et l'administration de bains notifiés, l'administration de l'extension, par raison d'une injection chaque 3 secondes. La prévention primaire comporte des mesures générales. Il s'agit de l'amélioration du niveau de vie de population, de l'éducation pour la santé et la prévention des infections streptocoxiques dans les collectivités. La chimiothérapie, c'est le traitement systématique des ogives par des antibiotiques pendant 2 jours, à des fins et sur injection intramusculaire de l'extensible. Je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions.